Amis fans de canard, bonjour. On va parler d'un personnage que l'on n'a pas abordé encore pour le moment et qui est quand même central dans l'univers de Ducktown parce que c'en est tout simplement le fondateur. J'ai nommé Cornelius Scott en version originale ou comme on le connaît en France, Cornelius Van Coutume. Personnage introduit par Karl Barks, comme d'hab, le grand maître qui est à l'origine de tout, mais bien sûr il a été utilisé par de nombreux autres auteurs, dont Rosa en tête et tous les autres. Et je vous propose un petit épisode qui revient sur ses propres origines, parce que je l'ai trouvé assez insolite, déjà d'un point de vue graphique. Bon, là on est toujours dans le haut du panier de ce côté-là, j'y reviendrai plus tard. Et avec une intrigue assez intéressante qui rappelle, je trouve, les meilleurs jours de Power Duck, donc de cette saga Super Picsou Géant, dont on a eu le droit au début des années 2000. Mes amis, nous sommes partis pour l'histoire, allons-y. Au tout départ, nous suivons ses parents, qui sont donc des commerçants néerlandais et qui sont donc en train de faire des affaires avec ce qui deviendra les États-Unis d'Amérique. Or, leur navire est réquisitionné par la flotte anglaise, qui elle ne reconnaît pas encore le caractère indépendant donc de ce qui était leur ancienne colonie. Et du coup, pour cette raison, ils interdisent tout commerce. C'est pour cette raison que Cornelius Van Coutume devrait être emprisonné, mais vu qu'il a sa femme à bord, il décide tout simplement de lui laisser un petit radeau et de l'envoyer rejoindre la côte états-unienne. Enfin, parce qu'à l'époque encore, ça n'avait pas les États-Unis. Et donc lui, c'était un commerçant de maïs notamment, et ses rivaux ont profité de son absence pour créer de fausses accusations et le faire considérer comme un traître dans son pays. Donc il est dans l'incapacité d'y retourner, il est obligé de rester aux États-Unis. Les années passent et il ne parvient jamais à revenir dans son pays natal, notamment donc, toujours parce qu'il est passible de peine de mort, et ensuite parce qu'au niveau financier, apparemment son frère a de grandes difficultés et donc il est dans l'incapacité même de pouvoir payer la traversée. Or, entre-temps, donc, il a eu un fils, qui est notre cher Cornelius, qui lui est donc américain, et qui est tout à fait adapté à la vie locale. Il est notamment ami avec un descendant d'une tribu indienne, et surtout avec un aïeul de notre cher Flersou, qui avait déjà une famille riche, et donc qui était à Wall Street, donc à Manhattan, et qui faisait partie des commerçants les plus riches. Déjà à l'époque. Ça a été toujours une opposition, ça, un petit peu entre le clan McDuck ou les personnes qui gravitent autour et Flersou qui lui est un riche historique. La fortune s'est conservée dans la famille, a été transmise, tout le contraire des McDuck qui ont dû à chaque fois batailler, soit pour la regagner, soit pour devenir eux-mêmes riches. Ce qui est quand même toujours ce qui fait partie du rêve américain. Ça, voilà, c'est pas une invention. Donc l'histoire commence sur le port, donc à New York, et on a un navire espagnol qui arrive avec un étrange personnage qui est incognito, qui se camoufle et par contre qui est, vous vous en doutez bien, pas du tout adapté à la vie dans le nouveau monde et qui ne connaît pas les dangers auxquels il peut faire face, notamment avec des trousseurs, des brigands qui sont là spécialement pour voler les riches marchands venus d'Europe. Cornelius Coutume et donc ses deux amis vont l'aider à s'en sortir et durant l'opération ils vont se rendre compte qu'en fait cette personne c'est l'oncle de Cornelius et donc le frère de son père qui les aidait depuis les Provinces-Unies. Il vient leur donner des détails, surtout qu'en plus il y a eu un changement de régime. Nous avons maintenant les Provinces-Unies s'appellent la République de Batavia et c'est de là d'où vient le surnom les Bataves qui est encore actuel aujourd'hui, notamment pour leur équipe de foot. Et donc il explique qu'il a dû venir se réfugier avec eux parce qu'ils sont vraiment dans l'incapacité de retourner en Europe. C'est pour ça aussi qu'il est suivi, selon lui, depuis qu'il a fait la traversée et qu'ils ne peuvent pas rester à New York, surtout qu'en plus le commerce du maïs n'est pas florissant et qu'ils doivent partir pour s'enfoncer dans le nouveau monde et pourquoi pas participer à ce qui va devenir la ruée vers l'ouest. Ils vont essayer bien sûr de camoufler leur départ, ils vont vendre l'étal existant donc à Manhattan à Flersou, qui d'ailleurs le rachète de bon cœur, il voulait s'associer. Ce n'est pas un personnage antagoniste dans cet épisode, c'est tout le contraire, il voulait s'associer avec le père et Coutume. Ce dernier lui vend du coup carrément
le magasin, et lui il achète le double du prix, hein, donc il est vraiment de bonne foi. Et ils essayent donc de sortir par le bac de Manhattan, hein, parce qu'à l'époque donc il faut rejoindre la côte, le New Jersey. Tout ça en étant incognito, parce qu'ils ont donc une espèce de petite patrouille, on se doute, qui proviennent des Pays-Bas, et qui est à la recherche de la famille et coutume. Pour ça, ils vont avoir recours à un petit stratagème qui vient encore une fois de Cornelius, parce qu'ils décident de les déguiser en trappeurs, qui donc ont une sacrée réputation de gros bras, de gros durs, et personne en fait ne vient trop les embêter lorsqu'il s'agit de faire la traversée. Personne ne fait d'examen physique parce qu'ils ont tous un petit peu peur d'eux. Donc ils arrivent de l'autre côté, ils se mettent en route, et durant la nuit, on a le frère et coutume qui, avec un mulet, décide de s'éloigner du reste de la famille et de partir seul. Or Cornelius, il le rattrape et il le confronte surtout à cette décision parce qu'il a été malin, il a pu investiguer dans ses affaires et découvrir qu'il avait une cassette de diamants dont il n'avait parlé à personne, et surtout que là il partait avec l'argent des frères sous. Donc il envoyait littéralement la famille à la rue. L'oncle, il ne se laisse pas faire, surtout qu'il est armé d'un pistolet à poudre, et il met en joue notre pauvre Cornelius pour le coup. Et là, coup de théâtre, il est sauvé par les gens qui recherchaient l'oncle et qui se retrouvent donc être bien des envoyés de la République de Batavia. On se rend compte qu'en fait, c'est le frère qui avait trahi la famille. Il n'était pas du tout recherché, donc le père Cornelius et coutume. Il a volé donc l'entièreté de l'argent qu'il a en plus investi de manière hasardeuse. Il s'est associé avec les rivaux historiques, tout ça par jalousie car selon lui, le père et coutume ne lui avait pas laissé assez de place dans l'affaire et l'avait traité comme un laquais. C'est pour cette raison qu'il l'a eu un petit peu mauvaise et qu'il a décidé d'hériter alors que son frère était toujours en vie. Donc la vérité est rétablie, il est arrêté par les envoyés des Pays-Bas et ramené au pays. En attendant, une partie des diamants et l'argent de frère sous revient de droit au père et coutume. Lui, il décide pour le coup de revenir en Europe parce que maintenant il en a les moyens. Mais ce n'est pas le cas de Cornelius qui lui souhaite rester aux États-Unis et devenir trappeur parce qu'il a une grande admiration pour ces gens qui sont des aventuriers pour lui. Son père n'est au début pas d'accord, mais surtout la mère va lui faire comprendre que ce qu'il doit retenir dans cette histoire, c'est aussi qu'il est fautif parce qu'il n'a pas assez considéré son frère et du coup il ne doit pas reproduire les mêmes erreurs avec son fils, chose qu'il fait de manière assez sage. Et c'est une fin d'histoire. Passons au plus intéressant, pourquoi je vous parle de ces deux épisodes et donc de ce récit. Alors, on peut commencer par le plus évident, c'est le contexte historique, parce que c'est une époque, je trouve, qui est très peu mise en avant, surtout donc en France, mais dans la culture en général, c'est le devenir des Provinces-Unies et donc des Pays-Bas, et ce qui s'est passé au temps des nouvelles colonies juste après l'indépendance. Au niveau de l'exactitude historique, on n'atteint pas ce qu'on a vu juste avant avec les sagas du voyageur temporel d'Harold Toon. L'ensemble est quand même plutôt convaincant. Je pense qu'il y a aussi des recherches qui ont été effectuées, les arrière-plans sont moins travaillés, mais ça reste toujours un plaisir de voyager dans cette époque et surtout de s'immerger dans ce qu'était Manhattan, avec ses marchands, ses trappeurs, et bien avant que Wall Street devienne le cœur financier des États-Unis. C'est toujours une capsule temporelle qu'il est agréable de parcourir. Ensuite, bien entendu, c'est les histoires dont Cornelius et coutume et entre guillemets le héros sont assez rares, donc c'est toujours une curiosité et un plaisir d'avoir un petit peu plus de détails sur le fondateur de Donaldville. Et il fait un petit clin d'œil à la fin en disant à son père ouais, c'est un nouveau monde, je vais pouvoir faire plein de choses, notamment fonder une ville. Est-ce qu'on aurait pu s'en passer? Oui, ça fait un petit peu faire un service gratuit, c'est pas méchant, mais bon, voilà, hein, c'était pas obligatoire. Surtout ce que j'aime particulièrement, outre le côté donc un petit peu historique, c'est la manière dont est utilisé l'antagoniste dans l'histoire et l'action, parce que donc à la différence de beaucoup d'histoires Disney, on met pas l'accent sur le physique mais plus sur le côté politique, le côté manipulation, le côté on doit trouver des tactiques assez sournoises, on passe par des moyens dépassés, on évite de se confronter frontalement.
c'est plutôt cool. Beaucoup de finesse dans ce petit récit, notamment avec Cornelius et Coutume qui est donc assez rusé, hein, comme l'est un petit peu un Ulysse hein, dans la mythologie. Mais chapeau aussi pour l'antagoniste, donc pour le méchant entre guillemets de l'histoire, parce qu'il s'en est pas vraiment un. Il a une bonne excuse entre guillemets, on comprend pourquoi il a agi de cette manière, et en se mettant à sa place, on aurait peut-être fait la même chose, on aurait profité de l'éloignement de notre frère pour essayer de rayonner à notre tour. Alors après, avec succès ou pas, bon bah là, pour le coup, non. Mais c'est quelque chose que l'on peut comprendre, même si elle ne justifie pas un tel acte. J'aime bien les mondes où on ne résume pas les personnages, les caractères à du blanc ou du noir, mais justement où tout est un petit peu gris, parce que le père et Coutume n'est pas parfait, Cornelius et Coutume n'est pas parfait non plus, il a quand même fouillé dans les affaires de son oncle, il n'écoute pas toujours son père et il n'hésite pas à lui désobéir. Bon, voilà, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et à la fin, en plus, donc, les personnages ont appris de leur erreur, tout ça, ils ont évolué, le père n'est plus le même, Cornelius a enfin décidé de prendre sa vie en main et de rester aux États-Unis, alors que jusque-là, il considérait les liens de la famille comme sacrés et qu'ils ne pouvaient être séparés, même si bien sûr il a toujours une grande affection pour ses parents. Donc tout ça, ce sont des choses qui fonctionnent très très bien et qui font de ces deux récits une histoire plutôt palpitante. Bien sûr, je l'avais dit au début, on est obligé de revenir aussi sur la qualité graphique. Parce que là, entre Harold Toon et ces deux histoires-là, on est quand même vraiment plutôt bien servi. Même si c'est radicalement différent, là on a un tracé qui est beaucoup plus similaire à de la peinture à l'huile. Mais waouh, ça envoie aussi notamment les scènes de coucher de soleil, les scènes nocturnes qui sont incroyablement bien reproduites, que ce soit donc sur l'île de New York, enfin sur l'île de Manhattan à New York, ou dans la forêt au New Jersey. Waouh, ça envoie, c'est du clair-obscur comme on aime. C'est sûr que d'avoir ça dans la littérature jeunesse, ça fait quand même vraiment plaisir, parce que la qualité est vraiment bonne. Pour tout amoureux du dessin et de la bande dessinée, je recommande bien évidemment, mais pas que pour ça, parce que comme on l'a vu, on ne peut pas résumer cette histoire uniquement à sa qualité graphique, car la globalité est vraiment de très bonne facture. Voilà pour cette petite histoire. Ce clan McDuck est maintenant terminé. Et bien sûr les gars, nous on se dit à la prochaine. Ciao.